Merci, alors on va commencer. Je laisse Fernand Ettori se présenter de lui-même. Merci. Donc bonjour à tout le monde, je suis ravi d'être ici et ravi de partager, de parler avec vous de management agile dans cette période d'incertitude. Donc je m'appelle Fernand Ettori, je suis à l'origine j'étais plutôt chercheur en innovation, en sciences de la com et de l'éducation. Aujourd'hui je suis plutôt entrepreneur et manager que chercheur, même si je continue à me passionner pour les thématiques de recherche. Et déjà je profite de cette occasion parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'être face à plein de directeurs d'hôpitaux pour vous remercier de tout ce que vous avez fait dans cette période compliquée. Donc merci à vous déjà. Et ensuite je vais essayer de façon pratique, pas de façon théorique, vraiment de façon pratique, je vais essayer de vous donner quelques petits outils concrets pour vous aider à manager vos équipes, pour vous aider à avoir du leadership, pour vous aider à mieux faire fonctionner et pour répondre donc à cette question sur comment agir dans un monde rempli d'incertitudes. Alors, là-dessus d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé votre phrase de tout à l'heure, capacité à faire face par l'intelligence humaine. Je crois que c'est en fait c'est la thématique de cette intervention, capacité à faire face par l'intelligence humaine. Alors, avant de commencer donc, ces objectifs, j'ai pris un petit Mars. J'ai pris un petit Mars parce que je suis passionné de prospective. Et je lis énormément d'ouvrages, je rencontre énormément de personnes qui sont passionnées par la prospective aujourd'hui. Et j'ai un physicien qui m'a dit quelque chose de très drôle, donc Pax Tegmarx. Il m'a expliqué que dans ce Mars, j'avais en fait, si jamais j'étais capable de transformer 1/1000 de l'énergie de ce Mars, ça couvrait l'ensemble de mes besoins énergétiques sur ma vie complète. 1/1000. Et il m'a expliqué, certains parmi vous vont être effrayés en disant « il raconte n'importe quoi », mais il m'a expliqué qu'aujourd'hui, notre système digestif était particulièrement inefficace, lamentablement inefficace, et qu'il n'était capable de transformer que 10 000 milliardièmes de l'énergie contenue dans ce Mars pour me la fournir dans mon activité quotidienne. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que, hélas, je suis obligé de manger régulièrement des Mars et pas un seul. Donc, plus sérieusement, c'était une petite parabole pour vous dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Notre système digestif, manifestement, il ne fonctionne pas très bien, il n'est pas très efficace. Et hélas, quand on fait des sondages, quand on parle de management, quand on parle de leadership, quand on parle de communication, en général, ça fonctionne également très mal. Et j'aimerais savoir d'ailleurs, parmi vous, qui est en situation aujourd'hui, soit de management, soit de leadership. Si vous pouvez lever la main, tous ceux qui sont en situation de management ou de leadership. D'accord. Qui trouve ça facile ? Bon, d'accord, c'est très bien. Donc ça prouve que cette conférence, en tout cas un objectif précis, essayez de vous rendre ça un petit peu plus facile. Et je vais vous partager là-dessus quelques petites informations. Alors moi, je vais vous donner 3 leviers. Je vais vraiment insister parce que je vais arrêter de brandir mon Mars. Ça me donne faim. Et je vais vous donner 3 leviers concrets pour améliorer votre capacité à rendre votre équipe agile et à rendre vous-même plus agile par cet intermédiaire. Et avant ça, je vais vous parler de 2 prérequis. Parce qu'avant d'avoir une équipe agile et avant d'utiliser les 3 leviers, il y a 2 prérequis qui sont indispensables sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais qui sont vraiment indispensables. C'est bien évidemment, pour pouvoir manager dans l'incertitude et manager avec une équipe qui va faire face à l'incertitude, il faut un recrutement de qualité et il faut une formation continue de qualité. Si vous n'avez pas ces 2 éléments-là, et si vous n'intervenez pas sur ces 2 éléments-là, ça va être très compliqué d'utiliser de façon efficiente et efficace les 3 leviers dont je vais parler maintenant. Donc voilà, ça c'était à part. Et bien évidemment, aujourd'hui, il y a plein
il y a plein de moyens d'avoir du recrutement efficace et d'avoir de la formation continue efficiente et efficace. Donc, si jamais, ce n'est pas le thème de cette intervention, mais si jamais vous posez des questions là-dessus, vous voulez qu'on en discute et qu'on réponde après, ça sera avec grand plaisir. Moi, mes thèmes de spécialité, c'est tout ce qui est agilité et soft skills, c'est-à-dire tout ce qui est compétences transversales. Et j'ai pu assister sur des milliers d'heures à la preuve qu'on peut modifier des traits de personnalité, on peut modifier des aptitudes, on peut devenir plus charismatique, on peut augmenter son leadership, c'est tout à fait possible. Donc, la formation continue, c'est essentiel si vous voulez avoir une équipe agile. Ceci posé, j'ai un ami qui fait souvent une parabole sur le surf pour parler de l'incertitude. Il explique que quand on est dans la mer, en fait, il y a une vague qui arrive. Si on commence à réfléchir en train de se demander est-ce que cette vague va être haute, petite, est-ce qu'elle va être rapide, lente, est-ce qu'elle va être chaude, froide, est-ce qu'elle va être couverte d'algues, verte, est-ce qu'elle va être bleue, on arrive très vite à un nombre de paramètres impossibles à gérer et à anticiper. Et c'est une belle parabole sur notre capacité à prendre en compte. Alors il y avait une discussion tout à l'heure très intéressante sur les risques aéronautiques, mais en fait on n'a pas la capacité d'anticiper tous les risques qui vont arriver, c'est pas possible. Donc en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est préparer une équipe solide pour que le jour où il y a quelque chose qui nous tombe dessus, on soit capable de le gérer au mieux. Et ça, c'est souvent, en tout cas dans un métier de manager et de leadership, c'est souvent beaucoup plus facile à gérer que cette espèce de course à une anticipation de toute façon impossible à gérer sur tous les facteurs qui peuvent arriver. Ceci étant posé, on va donc parler maintenant de leviers. Et moi, mon objectif sur ces 3 leviers, c'est déjà de vous dire quelque chose de simple, c'est ne pas vous priver de l'intelligence de vos collaborateurs. En fait, le problème quand on est à une position élevée, souvent, c'est qu'on a une maîtrise des enjeux, on a une maîtrise de la situation, on a une maîtrise de la complexité, qui est supérieure à celle de ses collaborateurs directs. Donc, obligatoirement, très souvent, on est dans le contrôle, on est dans les process, on est dans les processus, parce qu'on maîtrise mieux qu'eux un ensemble de choses. Et en fait, en faisant ça, on se prive de leur intelligence. Et donc, le premier levier que je vous donne, c'est une chose toute bête, de l'humilité et de l'écoute. En fait, il faut être capable d'écouter ses collaborateurs. Toutes les études dans le management montrent que pour agir sur le réel, vous devez d'abord comprendre le réel des personnes avec qui vous travaillez. Or, malgré tout, notre réel, quand on est patron d'une boîte, quand on est directeur d'hôpital, etc., n'est pas le même que le réel de l'infirmière, du docteur, de la responsable accueil, etc. Si vous n'avez pas conscience de son réel, vous n'allez pas pouvoir agir sur ce réel. Donc la première chose qu'il faut faire, et le premier levier, c'est écouter, et écouter avec humilité. Alors pourquoi je dis humilité ? Hier, je demande à une de mes étudiantes, une étudiante vraiment très très intéressante, Laetitia, si jamais elle avait un message à passer à monsieur Olivier Véran, qu'est-ce qu'elle passerait comme message ? Donc je demande, j'ai 5-6 étudiants. Qu'est-ce que me répond mon étudiante ? Elle me répond qu'ils arrêtent de tricher en annonçant beaucoup plus de morts qu'il y en a. Bon. Je suis confronté, donc à ce moment-là, à quelqu'un qui a un discours illogique. Je veux dire, on se doute bien que le gouvernement n'a pas particulièrement envie d'augmenter le nombre de morts du Covid. Je veux dire, ce serait plutôt un indicateur qu'il aurait tendance à vouloir baisser. Qui vient d'une personne intelligente. Or, si je n'ai pas l'humilité de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots et de chercher à trouver d'autres choses, je ne suis pas en posture d'écoute. Or, très souvent, dans notre posture d'écoute, comme on a des éléments que n'ont pas la personne qui parle, on arrête d'écouter parce qu'on est bloqué par une information fausse, par une information idiote, etc. Mais justement, c'est là qu'il faut écouter. Il faut écouter qu'on ne comprend pas, il faut écouter qu'on n'est pas d'accord, il faut écouter quand ça ne fonctionne pas. Et c'est difficile, mais il faut le faire. Donc, premier levier, si jamais vous voulez améliorer l'agilité de vos équipes, si vous voulez être un meilleur leadership et un meilleur manager, il faut absolument que vous mettiez en place des protocoles d'écoute, des protocoles, des rituels. Alors moi, je ne sais pas, par exemple, je prends un exemple tout simple.
Là, en ce moment, j'aide des écoles un peu partout en France. Je vais quelquefois dans une grande école où il y a 4000, 5000 étudiants et je mets une tente. Je mets une tente et je m'installe dans cette tente. Et je prends des étudiants qui passent et je discute avec eux. Comment ça se passe avec les profs? Comment ça se passe avec l'administration? Etc. En faisant ça, j'envoie un signal. J'envoie un signal à l'ensemble de l'administration de l'école qu'on peut passer du temps à écouter, à comprendre. Et j'ai un petit carnet avec d'un côté tout ce qui fonctionne bien. Et je m'en sers en l'envoyant à la com pour qu'ils se servent de ça, pour dire communiquez sur tout ce qui fonctionne bien, dites-le, puisque c'est les utilisateurs, c'est les usagers, c'est l'équipe qui le dit. Et bien sûr, une autre feuille avec tout ce qu'il y a à améliorer. Et où là, j'essaie de mettre la personne, je suis en mode écoute, j'essaie de mettre la personne en mode solution, mode explication, et je n'interviens jamais, même si elle me dit une absurdité ou si elle me dit quelque chose de totalement inexact. Ce n'est pas mon rôle. Juste de l'écoute avec humilité. Si vous mettez ça en place d'une façon ou d'une autre dans vos organisations, vous allez vraiment avoir plus de prise sur le réel. Donc, premier outil, de l'écoute. Deuxième outil. Alors, le deuxième outil, c'est savoir quel est votre rôle. Le rôle, quand on est leader ou management dans une grande organisation ou dans une organisation moyenne, c'est plus vraiment de faire de l'opérationnel. Notre rôle, c'est de partager une vision. C'est de partager une vision, c'est de partager des valeurs, c'est de partager du sens. Et en fait, c'est ce que demandent les gens. Les gens veulent du sens. Ils veulent avoir une mission qui les dépasse. Et vous devez les aider à se projeter dans une mission qui les dépasse. En fait, aujourd'hui, notre capacité de comprendre quelqu'un est relativement limitée. On a tellement d'éléments de transfert et de projection. Un psychologue social, on a un psychologue social dans notre équipe qui nous explique de toute façon, entre ta culture, ce que tu as vécu, ton expérience, ton sexe, ton âge, etc., ta capacité de communication avec l'autre, elle est très faible. Donc, chercher à communiquer avec l'autre sur des objectifs, sur du management, en lui disant « il faut que tu fasses ça comme ça, il faut que tu fasses ça comme ça, etc. », ça ne marche pas. Par contre, partager des visions, partager du sens, dire où est-ce qu'on va collectivement, se mettre d'accord là-dessus, co-construire ensemble ces visions, ces valeurs, ces sens, ce sens, ça fonctionne. Et là, vous savez qu'ensuite, la personne va mobiliser son intelligence pour ces objectifs-là, et ne pas être, on va dire, piégé dans des logiques de méthode et dans les logiques de process. Moi, je vois un truc tout bête. À chaque fois que je demande à quelqu'un de faire quelque chose, il ne le fait jamais de la façon dont j'aimerais qu'il le fasse. Jamais. Ça n'arrive jamais. Pourtant, je pense avoir plein de collaborateurs intelligents, cela n'arrive pas. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave si jamais un objectif défini avec du sens, avec une valeur, a été atteint ? Non. Ça n'a aucune importance, c'est mon ego. Et là, j'ai un choix dans la vie. Qu'est-ce que je veux ? Je veux avoir raison ou je veux que les choses fonctionnent et être efficaces. À partir du moment où j'abandonne mon ego et j'accepte que l'objectif, c'est pas d'avoir raison, mais l'objectif, c'est que les choses se fassent, et que les choses se fassent telles qu'on a décidé de l'objectif, justement du sens et de la vision et des valeurs partagées, eh bien, c'est pas grave si jamais il prend un chemin par la droite, s'il prend un chemin par la gauche, s'il le fait différemment de ce que je voudrais faire. L'objectif est atteint. Donc, si jamais vous partagez de la vision, de la valeur, des valeurs et du sens, vous faites votre boulot de management et de leadership. Si vous êtes que sur le contrôle, les méthodes, les process, etc., vous bridez l'intelligence de vos collaborateurs et ils n'arriveront pas à réaliser tout ce qu'ils sont capables de réaliser. Je ne sais pas souvent si vous n'avez pas été surpris entre la différence entre l'intelligence individuelle des personnes quand on commence à les solliciter et une sorte d'intelligence collective relativement faible quand vous mettez les gens sur des réunions, du contrôle, etc. C'est tout le temps comme ça. Si jamais vous voulez solliciter ce qu'il y a de meilleur chez les gens, il faut partager une mission qui a du sens. Et pour la petite info, je me suis amusé un petit peu dans LinkedIn, j'ai envoyé des messages à tous les gens que je connaissais qui travaillaient dans des CHU, dans les CHR, dans les hôpitaux, etc. Et j'aurais demandé un petit interview, une petite discussion, et j'ai réussi à discuter avec, je crois, 26-27 personnes. C'était tous les mêmes problèmes. Les problèmes, c'était pratiquement tout le temps la même chose. Et parmi les problèmes qui revenaient tout le temps, il y avait cette impression de ne pas participer à un sens commun. Et je leur demandais, quelles sont les valeurs
de ton équipe? Quelles sont les valeurs? Donc les valeurs, c'est des croyances qui nous guident, dans lesquelles on se dit, aujourd'hui, moi je veux, je ne sais pas, par exemple, quand j'ai une école, je veux que cette école ait une excellence pédagogique, je veux qu'il y ait de l'honnêteté, je veux qu'il y ait de la curiosité, je veux qu'il y ait du dépassement de soi. C'est des valeurs qui nous guident. Et ces valeurs-là nous permettent de faire du management. Donc je leur ai demandé quelles sont les valeurs dans vos équipes. Je n'ai pas eu de réponse. Alors, je vous rassure, ce n'est pas lié à la santé. Je veux dire, en général, souvent je travaille avec des DRH de grands groupes et ils ne connaissent pas les valeurs de leur groupe. Mais sincèrement, c'est dommage. C'est se priver d'un outil de management extraordinaire. En fait, ça vous évite les batailles d'ego. Je suis face à quelqu'un et je suis en train de me battre parce que les choses n'ont pas été faites comme je voudrais. Si jamais j'ai un arbitre de paix qui sont des valeurs qu'on partage, avec une vision qu'on partage et un objectif clair qu'on veut atteindre. Je ne suis pas en train de me battre ego contre ego. Je suis en train de me projeter sur un objectif et je suis en train de discuter de l'objectif avec la personne. Et dans ces cas-là, la relation est pacifiée, le management est simplifié. Et on sait où on veut aller et on se rend bien compte, d'ailleurs vous n'avez en général pas besoin de le dire, c'est le reste de l'équipe qui le fait à votre place, on se rend bien compte que ce qui est fait ne fonctionne pas parce que ça ne correspond pas aux valeurs, ça ne correspond pas à la vision. Si jamais vous êtes sur des contrôles, sur des process, sur des procédures, vous êtes sur des logiques de personnes. Et là, on va dire, oui, mais toi, tu ne fais pas ça, oui, mais je ne suis pas content à cause. Enfin, on ne va pas vous le dire en face, mais on va le penser très fort, et ça va empêcher la libération d'intelligence et la réalisation des missions. Donc, après l'écoute, le deuxième levier, passez votre temps à partager vision, valeur, essence avec votre équipe. C'est votre but principal. Vous devez passer votre temps à le faire, en fait. Et je dis ça, alors là aussi, c'est contre-intuitif, parce qu'en général, on a l'impression tous qu'on l'a fait une fois, on l'a fait 2 fois, c'est acquis. Mais pas du tout. En fait, si vous ne passez pas votre vie à le faire, si vous ne répétez pas, si vous ne remettez pas ça sur l'ouvrage, c'est comme les compétences techniques, on doit les faire en permanence. Le partage de la vision, le partage des valeurs et du sens, ça doit être fait en permanence. Donc, même si ça peut parfois sembler épuisant, c'est votre métier de faire ça en permanence. Donc ça va être le deuxième point. Pour ça, d'ailleurs, comme petit conseil particulier, si vous n'avez jamais fait de travail sur les valeurs, faites-le. À mon avis, s'il y a une chose que vous devez faire avec votre équipe au moins une fois tous les 2-3 ans, au moins, c'est les regrouper, se mettre d'accord sur voilà, où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi le sens de notre action, et quelles sont les valeurs qui vont nous permettre de travailler en autonomie. Parce que là, les valeurs, c'est des choses qui permettent aux gens de faire de la métacognition et de se dire, ok, ce que je fais, ça fonctionne, ou ce que je fais, ça ne fonctionne pas, plutôt que de se dire systématiquement, oui, mais mon chef n'est pas d'accord, oui, mais ma chef ne veut pas qu'on fasse comme ça. Donc, travailler sur les valeurs, c'est vraiment quelque chose qui donne de l'intelligence, qui augmente la capacité d'autonomie, donc la capacité d'innovation, et donc la capacité de réaliser les projets. Alors, le troisième levier, toujours dans une logique de ne pas vous priver du cerveau de vos collaborateurs, c'est quelque chose qui est aussi difficile et qui se construit sur la durée, dont en général tout le monde parle mais peu l'applique, c'est la confiance. Réussir à créer de la confiance avec vos collaborateurs. Si vous n'avez pas cette confiance, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer, il ne va rien se produire. Et ce n'est pas facile de créer de la confiance. Alors comment on fait aujourd'hui? Les recherches en psychologie sociale montrent qu'est-ce qu'on fait pour créer de la confiance. Il y a plusieurs leviers. Un levier contre-intuitif, mais qui paraît logique quand on réfléchit à l'origine latine du mot confiance. En fait, la vulnérabilité. Pour que l'autre se fie à nous, il faut qu'on soit capable, à certains moments, de se montrer dans sa vulnérabilité. Si jamais vous êtes systématiquement, et ce que la société cherche à nous faire quand on est à des postes importants, je veux dire, dès qu'on dirige des choses importantes, la société nous met dans une posture où on doit être brillant tout le temps, on doit tout réaliser, on doit tout réagir, on doit réagir à tout et on doit avoir réponse à tout. Si jamais vous montrez cette espèce de chevalier en armure, la confiance ne se crée pas. La confiance se crée quand il y a des fois, vous dites, ça je ne sais pas. Ça j'ai été mauvais, là j'ai fait une erreur. Là vous créez la confiance. Donc, c'est contre-intuitif, mais pour créer de la confiance, il faut, de temps en temps, montrer sa propre vulnérabilité. Deuxième chose, pour la confiance,
il faut ne pas avoir peur des conflits. Alors, et là je reviens au point 2, un conflit, si jamais il est bien mené, s'il est intelligemment tourné autour de quel est notre objectif, quelles sont nos visions, quelles sont nos valeurs, quel est notre sens, il n'y a pas de sujet. C'est un bon conflit, on le fait, on le gère, et ça fonctionne. Et là aussi, les équipes qui acceptent les conflits fonctionnent mieux, en termes de management, que les équipes qui les contournent. Et vous savez tous qu'il y a tous parmi nous, il y a des gens qui détestent le conflit, et qui font tous pour ne pas en avoir. En fait, ces personnes-là, qui évitent les conflits, empêchent la création de la confiance. Parce que pour avoir de la confiance, à des moments donnés, il faut se montrer en vulnérable, et à des moments donnés, il faut se montrer en conflit, ferme, en disant « non, là je ne suis pas d'accord, on ne va pas là où on veut, et on en discute, et on règle la chose ». Donc, vulnérabilité d'un côté, et être capable d'accepter des conflits de l'autre côté. Ensuite, le troisième point pour la confiance. Alors, ça aussi, il y a un petit côté, quelquefois, qui peut être un peu désespérant, mais ça correspond à une demande tellement forte qu'on ne peut pas l'oublier. Quand j'ai demandé à plein de gens qui travaillaient donc, dans les hôpitaux qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, il y a une chose qu'ils m'ont tous dit. Ils me l'ont tous dit, donc déjà le fait qu'ils me le disent tous, ça prouve que c'est quelque chose qui est difficile à gérer, parce que, ou sinon il y en aurait une partie qui ne me l'aurait pas dit. Ils m'ont tous dit, on manque de reconnaissance. Voilà, on manque de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, qui avons été élevés dans un système scolaire hyper particulier, où on nous a, pour devenir l'élite, on nous a dit, voilà ce qui ne fonctionne pas, voilà ce qui ne marche pas, voilà ce que tu ne sais pas faire, etc. Et nous, on s'est construit comme ça. Et en général, quand ici, en face de moi, j'ai pratiquement que des gens probablement très brillants, qui ont réussi des études brillantes, etc. Ils ont réussi à survivre dans un système où on passait leur temps à expliquer qu'ils pourraient s'améliorer, que ça ne fonctionne pas, etc. Très bien, ok, vous faites partie d'une élite. Même vous, vous avez besoin de reconnaissance. Mais alors, les personnes qui sont en dessous de vous, ils en ont encore plus besoin que vous. C'est encore plus important pour eux. Et vous n'allez jamais réussir à établir une confiance avec eux si jamais vous ne leur donnez pas de la considération et de la reconnaissance. Ça peut être fait dans les moments d'écoute dont je vous parlais, ça peut être fait à d'autres moments donnés. Mais prenez ce temps, vous n'imaginez même pas, ça a l'air d'être simple, mais en fait on ne le fait pas. Ce temps systématique où vous dites à quelqu'un « tu as bien fait ton boulot, je suis fier de ce que tu as accompli, ce que tu as fait là c'est extraordinaire, ça nous permet de réaliser ça, etc. » Encore plus quand ça l'est dit en public, ne surjouez pas, dites des choses que vous pensez, et peut-être transformez votre façon de penser si vous vous rendez compte que vous êtes toujours dans la recherche d'excellence et jamais dans la capacité à dire à l'autre « ça c'était bien ». Parce que, en tout cas, dans notre logique aujourd'hui, de transformer votre équipe, de la rendre plus agile pour des événements extérieurs qui vont arriver et qu'on n'est pas capable de produire, cette confiance et cette reconnaissance va être un socle qui va permettre une réaction efficace quand il y aura des problèmes qui vont survenir. Donc, j'insiste là-dessus, vraiment, travaillez sur votre reconnaissance. Alors, là-dessus, j'ai une petite anecdote amusante. J'ai un de mes deux meilleurs amis qui est devenu DG d'une entreprise de CAC 40. Alors, ça prouve que la mobilité sociale en France, ça peut marcher, parce que quand je l'ai rencontré, il était en licence de lettres. Donc, on peut être en licence de lettres à Jussieu et devenir DG d'une grosse boîte d'ingénieurs en France et gérer presque 20 000 personnes. Donc, c'est arrivé en plein confinement. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une espèce de grande séance d'intronisation. Dans les CAC 40, on a aussi un petit côté monarchique avec une téléconférence avec les 800 cadres qui comptent dans la boîte et où il explique quels vont être les 5 piliers de l'action, il donne du sens, etc. Il finit ça, il rentre chez lui, il ouvre son mail, sa boîte mail, il a 473 mails des personnes en dessous sur les 4 heures qui sont passées. 473 mails. Donc il vient d'être nommé DG, et il y a 473 personnes, attention, je ne suis pas en train de parler de spam, etc. Je parle de gens qui envoient des mails documentés en expliquant, voilà, je suis responsable de tel truc et je tenais à attirer votre attention sur le fait que ça ne fonctionne pas, ceci, cela. Comment il peut gérer ça ? Comment il l'a géré ? Bon, lui, il est brillantissime. Là, d'ailleurs, sa boîte est en train d'exploser en termes de résultats depuis 1 an et demi qu'il est à sa tête.
Il a pris sa soirée, il a répondu à chaque personne. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit « J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Tu es responsable de ta partie. Tu vas être capable de trouver la meilleure solution. Et tu as probablement déjà pensé. Vas-y, fais-le. Tu n'as pas besoin de mon aval pour le réaliser. Tu connais la vision. Tu connais où est-ce qu'on veut aller. Tu connais beaucoup mieux que moi le problème. À toi de trouver la solution. » Alors nous, ça nous fait sourire parce qu'on sait qu'il est contraint. 400, vous avez presque 500 mails, on sait qu'il est contraint. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que la confiance? Rien. Il ne peut rien faire d'autre. Mais concrètement, toutes ces personnes qui ont reçu un mail du DG qui leur parle et qui leur dit « je te fais confiance, etc. Tu peux y aller », je suis sûr que c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, sa boîte marche particulièrement bien depuis qu'il en est directeur général. Donc, faites confiance à vos collaborateurs. Ils vous le rendront. Ça, c'est voilà, c'est ma promesse du jour. Et sur ce, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, je me ferai un plaisir d'essayer autant que je peux de vous donner des éléments de réponse. Et je range mon Mars. Oui, je suis Peter van Theobald de PCME au CHU de La Réunion. Merci pour cet exposé brillant qui est très éclairant, effectivement, et extrêmement pratique, je pense. Je voulais revenir sur un point où vous dites effectivement qu'il faut rester assez élevé dans les buts et les valeurs et ne pas rentrer dans le côté organisationnel et purement fonctionnel des choses. Mais souvent, vous avez des collaborateurs qui viennent vous voir, bien que vous partagiez une vision et un truc, et qui ne s'en sortent pas sur le terrain et qui vont vous demander « Mais qu'est-ce que je fais en pratique? Tu dis que je dois me démerder, que tu as confiance en moi, mais qu'est-ce que je fais en pratique? Comment est-ce que vous gérez ce genre de situation ?» On vous oblige à aller au niveau d'en dessous, celui de l'opérationnel. Alors, il y a plusieurs façons de gérer ça. Hein. Effectivement, la façon la plus rapide, la plus simple, surtout quand on maîtrise le domaine, c'est de donner sa façon de gérer. Moi, personnellement, j'ai un truc tout bête. Hein. Au-dessus, j'ai un petit espace où j'ai les valeurs, j'ai les promesses de ce qu'on fait, nos promesses et nos valeurs. Et en fait, je laisse la personne face à ça. Je dis, bon, bah écoute, tu connais nos promesses, tu connais nos valeurs, propose une solution. Ça fonctionne. Donc, moi, à mon niveau, en mettant la personne devant des choses écrites, donc ça s'appelle des OBA, hein, c'est du management visuel. C'est-à-dire vous rappeler un certain nombre de choses en les écrivant de façon avec des graphismes, avec des choses qui vous aident à bien prendre conscience. Et le fait d'être immergé là-dedans, petit à petit, ça fonctionne, ça change. C'est-à-dire que si jamais des valeurs sont marquées, remarquées, sont utilisées dans le management, elles prennent vie. Hein. Donc ça, c'est une première solution. Une deuxième solution, c'est l'intelligence collective rapide, ou pareil, hein, il y a la situation qui est donnée et on propose des solutions. Mais je pense, là je vous donne vraiment mon ressenti personnel, je pense que vous n'avez pas intérêt à descendre dans l'arène. Je pense que vous n'avez pas intérêt à descendre dans l'arène là-dessus, c'est pas votre rôle en tant que leader. Voilà pour la première réponse. Oui, Patrick Berquin, je suis PCME à Amiens. J'ai bien compris le préambule qui est de choisir aussi ses collaborateurs. La difficulté, c'est que souvent, on ne les choisit pas. On arrive dans une équipe, dans un service, et on fait aussi avec des collaborateurs qui sont déjà là, parfois depuis longtemps, qui ont leurs propres valeurs, leur propre sens. Comment arriver avec des collaborateurs qu'on n'a pas choisis à partager et à faire partager progressivement, c'est pas toujours facile avec les uns et les autres, le sens, les valeurs, les missions. Complètement. C'est beaucoup plus difficile. Je vois en tout cas moi dans ma vie personnelle, je vois quand par exemple je crée une boîte, je crée une équipe, quand j'arrive et que je dois recruter 15 personnes pour réaliser une mission, là je suis en train de monter un campus à Nantes, c'est génial. Je fais le recrutement que je veux, sur les valeurs que je veux, et j'ai l'équipe qui correspond au projet, et c'est fantastique. Hélas, on n'est pas toujours dans cette configuration-là. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il faut faire des diagnostics. Il
faut faire des diagnostics pour comprendre l'état des forces en présence, pour savoir qui rame dans telle direction, qui rame dans l'autre direction, pour avoir une analyse de ça. Et une fois que vous avez ce diagnostic, en fait, là, qu'est-ce qu'on fait? On en revient, c'est pour ça que je disais les deux prérequis, c'est soit du recrutement, soit de la formation, faire de la formation. Si vous identifiez qu'il y a des personnes qui ne partagent pas des valeurs, des visions, du sens, ou qui n'ont pas le comportement et que ça empêche le bateau d'avancer dans la bonne direction, il faut faire la bonne formation pour aller dans ce sens-là. Soyons honnêtes, il y a des fois ça ne marche pas, et il y a des fois il faut se séparer d'un collaborateur. Point. Hein, voilà mon point de vue là-dessus. En tout cas, vos outils, quand vous n'avez pas le recrutement, c'est de la formation. Suzy Duflo, je suis doyen de l'UFR Santé des Antilles. Alors j'ai bien, merci déjà pour cette intervention qui est très éclairante. Et puis j'ai une question concernant la reconnaissance. J'ai quand même l'impression qu'on est amené souvent à dire bon, le travail est bien fait ou à avoir des gestes envers nos collaborateurs et le personnel. Mais on a quand même l'impression que ce n'est jamais assez. Alors, comment vous gérez cela et quels sont vos conseils? Ou en tout cas, en termes de reconnaissance, peut-être que nous n'avons pas les bons outils. Oui. Alors, je réponds en revenant un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Déjà, on a un problème de démarrage. Toutes les personnes qui sont dans cette salle, je pense à 95%, sont des gens qui sont probablement à la fois élitistes, excellents et perfectionnistes. Donc, obligatoirement, qu'est-ce qui se passe? Ils passent leur temps à remarquer les choses qui ne fonctionnent pas. Donc, déjà, il y a un vrai... c'est vicié à la base, notre capacité de faire de la reconnaissance, parce qu'on est là avec une mission, on est là avec un objectif, et on se dit « Ah, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas ». Donc, on est d'abord dans... Et c'est logique, ça correspond à nos fonctions. On est d'abord dans une réflexion sur les choses qui ne fonctionnent pas que sur une reconnaissance sur les choses qui fonctionnent. Donc déjà, ça demande un travail intellectuel, c'est vraiment un changement de mindset, c'est-à-dire être capable de se rappeler qu'on a fixé une vision, des objectifs, et être capable de voir à chaque fois que quelque chose y contribue. Donc là, on en revient, moi je me sers beaucoup de management visuel, c'est-à-dire que je marque par exemple nos objectifs du mois, je marque ce qu'on essaye de faire cette année, je marque etc. Et comme ça, je m'en sers et je me dis, tiens, ça, on l'a mis, et là, en ce moment, un tel l'applique. Et je lui dis. Donc je suis rappelé par des éléments visuels aux choses qui progressent, aux choses qui fonctionnent, aux choses qui avancent. Je me sers de ça. Je me sers de ça pour me forcer, parce que moi, mon niveau, alors soyons très honnêtes, hein, mon niveau de satisfaction, il est comme ça. Je suis systématiquement qu'à 20%, 22% de satisfaction. Donc je me force, mais je me force sur des éléments, vraiment des éléments réels, des éléments concrets, des choses qui fonctionnent. Donc quand je le fais, ça ne semble pas forcé, parce que je le pense. Je pense à ce moment-là qu'un tel a fait un super boulot sur ce domaine. Je pense que j'ai eu tel compliment d'une autre personne sur son accueil, etc. Et je le dis et je le redis. Et on en revient, c'est comme le partage de vision. En fait, il faut considérer que c'est votre mission. Donc il y a un côté répétitif. Oui, il y a un côté répétitif. Et oui, il y a un côté, un vase qui ne se remplira jamais. Il faut l'accepter. Il faut accepter que vous allez devoir passer votre vie à être en considération permanente. Je vais faire une petite remarque là-dessus. J'ai un ami qui est signeur. Vous savez, il fait on le voit à la télé quand il y a Macron ou le Premier ministre qui intervient. On le voit à la télé et il fait tous ces petits gestes. Voilà. Et lui, il intervient, il est connu dans sa profession, il intervient partout en France avec plein de personnes différentes. Il m'a dit, je suis extrêmement surpris que les gens qui sont le plus reconnaissants pour mon travail, qui me font le plus de remarques positives, c'est souvent les gens tout en haut. Il dit en général, je vais avoir des directeurs de cabinet, alors je ne vais pas donner de nom, mais je vais avoir des ministres, des directeurs de cabinet, des responsables administratifs élevés, etc., qui vont me traiter très mal. Et le président de la République, le Premier ministre, à l'époque il me parlait de M. Philippe, sont aux petits soins, me font une petite phrase agréable, une petite phrase gentille, etc. Et moi, je remarque ça aussi dans mon domaine. Je vois des gens brillants qui sont à la tête d'organismes gigantesques et qui sont tout le temps en train de faire des petites remarques et des petites choses. Donc je pense que plus on a de responsabilités, plus une de notre responsabilité, c'est d'accepter cette demande incessante de reconnaissance qu'ont les gens.
Même si jamais ça nous paraît, on en a moins besoin nous, ça nous paraît moins naturel, il faut l'accepter et il faut leur donner, parce que c'est comme ça qu'ils nous donnent le meilleur d'eux-mêmes, et il faut la donner sur des choses concrètes et véridiques. Bonjour, Philippe Berthelot, je suis doyen de la faculté de médecine de Saint-Étienne. Vous disiez choisir son équipe, choisir ses recrutements. Ça, c'est une difficulté qu'on a à l'université parce qu'on a des niveaux de salaire qui sont tellement bas, avec des catégories C majoritairement dans nos facultés de médecine. Donc, on n'arrive même pas à recruter les gens pour travailler chez nous. C'est une énorme difficulté. Et puis, comment les valoriser? Parce que financièrement, on n'y arrive pas. Alors, on essaye de trouver d'autres solutions. Mais vous voyez que, de fond, on a un problème énorme sur cette capacité à valoriser, recruter des gens qu'on souhaite, parce qu'on n'a même pas cette capacité-là financièrement. Comment on fait? Alors, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que quand on regarde les enquêtes QVT à l'hôpital sur les équipes, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils disent « Je veux une équipe sympa ». Ils disent « Je veux de la reconnaissance ». Ils disent « Je veux avoir de la montée en compétences, de l'évolution ». Ils disent « Je veux du management proximité ». Ils donnent plein d'infos, mais ils parlent peu de salaire. Paradoxalement, parce que je sais que vous n'allez pas nécessairement penser ça, mais paradoxalement, toutes les études le montrent. Le salaire, ce n'est pas l'élément principal qui motive les gens. Ce n'est pas ça qui implique les personnes. Aujourd'hui, on est d'accord. Quand vous allez passer une annonce, si jamais vous passez une annonce et vous dites, voilà, c'est un poste à 20K ou à 22K, etc., vous allez avoir du mal à avoir des candidats. On est tout à fait d'accord. Mais il y a des astuces pour ça. Il y a des astuces. Et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de créer des cadres? Alors après, il faut récupérer de l'innovation, il faut récupérer de la liberté, mais vous créez des cadres en disant, chez nous, peut-être qu'on est moins bien payé, mais j'ai du pouvoir sur donner plus de congés, j'ai du pouvoir sur donner plus d'autonomie, j'ai du pouvoir sur faire en sorte que les réunions soient sympas, faire en sorte que les paroles soient entendues. Et tout ça, ça se sait, ça se voit. Et ensuite, vous avez des outils, par exemple, vous avez Glassdoor, vous avez plein de... c'est un peu comme Google Maps, vous voyez, vous avez des notes dans les entreprises, vous avez des notes dans les universités, vous avez des notes dans les CHU, vous avez des façons d'augmenter ces notes-là, et ensuite les gens viennent vous voir par recommandation, ils viennent vous voir parce qu'ils savent qu'ils vont se sentir bien, et l'élément salarial va être qu'un élément d'appréciation. Donc c'est possible si jamais vous travaillez sur le reste. Bien évidemment, si vous êtes pieds et mains liés, c'est-à-dire si jamais vous n'avez aucune possibilité de travailler sur aucun des paramètres du bien-être au travail, vous n'allez pas réussir à attirer des gens. Mais le salaire, par expérience, parce que ça je l'ai vu plein de fois, le salaire c'est qu'une variable. C'est pas la variable, c'est une variable. Moi j'avais une question, alors merci beaucoup pour votre exposé, excellent. Le premier élément, vous disiez, c'est l'écoute. Alors, il y a vraiment même la position d'écoute. Alors, moi, je suis PCME à Rennes et je sais qu'on a un gros problème de management dans un service. Et la chose qui revient, c'est le chef de service. Alors, il peut passer 1 heure en entretien et il n'écoute pas ses collaborateurs. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme truc et astuce pour lui faire passer le message qu'il faut qu'il écoute, ou que quand ses collaborateurs arrivent, il dit « Écoute, écoute-moi parler, écoute-moi avant d'en parler. » Alors là, si tu veux, je ne vais pas pouvoir rentrer dans cette situation-là parce que je ne connais pas le caractère du manager. Donc ça va vraiment dépendre, en fait, il y a des diagnostics à faire, parce qu'il y a des types de non-écoute, hélas. Il y a plein de façons différentes de ne pas écouter les gens. Donc selon sa façon différente de ne pas écouter les gens, il y a des réponses différentes à faire. Par contre, la bonne nouvelle, et donc là je reviens aussi sur ce que je vous disais tout à l'heure sur les compétences transversales, vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes recruté sur des compétences techniques. Ensuite, votre évolution dans votre vie professionnelle, elle se fait sur des compétences transversales. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous êtes promu, qu'est-ce qui fait qu'on vous propose des super missions, qu'on vous propose des choses, c'est vos compétences transversales. C'est donc ce qu'on appelle les soft skills. C'est vraiment là-dessus que vous allez travailler. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on sait les améliorer. Sincèrement, il y a plein de gens brillants aujourd'hui en France qui peuvent vous aider à travailler votre posture d'écoute et qui peuvent le faire. Donc moi, ce que je recommande dans ce cadre-là, c'est choisir la bonne personne, spécialiste là-dessus, faire une formation, et puis après, avec cette formation, il sera en capacité d'écoute. Après, il faut lui montrer l'intérêt et le sens de faire ça, bien évidemment. Surtout s'il est persuadé qu'il écoute, ce qui est bien le principe.
Monsieur Ettori, un double commentaire pour montrer que ce que vous avez dit est juste. Vous avez parlé des rémunérations, ce n'est pas le premier élément de revendication. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Beaucoup d'entre nous sommes, non pas surpris, mais frappés par le fait qu'après un Ségur de la santé qui va coûter 10 milliards d'euros par an, sur des rémunérations et des changements de statut, le malaise dans l'hôpital reste très fort, bien sûr à cause de la crise épidémique, mais d'autres, ce qui prouve bien que les éléments de long terme ou de moyen terme du Ségur, qui n'ont pas encore produit leur impact, n'ont pas pu empêcher ce moment de lassitude, de fatigue, de résilience des équipes hospitalières. On a mis les rémunérations en avant, il y avait des raisons très anciennes historiques, et effectivement, ça n'est pas la première solution. Et le second point, les compétences transversales, là je me tourne vers Patrice Diot, je sais qu'il y est aussi sensible, c'est que nous avons longtemps recruté nos élites universitaires dans les CNU sur les compétences de soins, puis de recherche, tardivement des compétences pédagogiques, et seulement maintenant, depuis quelques petites années, nous étudions leur profil, non pas psychologique, mais comment ils se comportent dans les équipes, parce que lorsque l'on prend, on nomme un enseignant de santé, on le fait pour 30 ans, et si on s'est trompé de casting sur ses compétences transversales, c'est une catastrophe pour les équipes. Et j'ai même vu dans le recrutement, ça m'avait beaucoup étonné, quand j'avais participé à 2 jurys internationaux pour le recrutement d'un poste de l'équivalent chez nous de chef de pôle ou de grand département universitaire de chirurgie dans des pays étrangers. Eh bien, à la fin des discussions techniques, pédagogiques, de recherche, eh bien, il y avait souvent un rapport d'expertise psychologique, alors bien sûr adapté, qui donnait témoignage aux décideurs que l'on pouvait, sur ces compétences transversales, embaucher le collègue. Totalement. Je ne peux être que tout à fait d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Alors une question, les qualités, écouter, connaître son rôle et donc avoir et dispenser des valeurs, et puis générer de la confiance, ça s'apprend ? Oui, vraiment. Vraiment, ça s'apprend. L'adaptabilité, c'est peut-être la plus compliquée. Il y a des compétences qui sont plus longues à apprendre que d'autres. Apprendre à être adaptable, c'est un petit peu plus compliqué, par exemple, qu'apprendre à écouter. Ou qu'apprendre, par exemple, à être un leadership plus inspirant. Alors, c'est vraiment un exemple de quelque chose qui semble insurmontable et qui ne l'est pas. Moi, j'ai vu des formations de 2 jours où on mettait des personnes qui avaient... vous m'excuserez de l'expression, le charisme d'une huître, et à la fin, ils avaient vraiment des capacités d'emmener des personnes, de les emmener sur des missions, etc. Donc oui, les compétences transversales s'apprennent. Après, il faut bien les diagnostiquer, et il faut avoir ensuite, bien sûr, les bonnes personnes pour les améliorer, et comme on le dit, des personnes qui en ont envie. Parce qu'il n'y a pas de secret non plus. Si vous n'avez pas envie de progresser, vous ne progresserez pas. Une dernière question, peut-être ? Je profite pendant qu'on va chercher le micro. Je vais vous dire quelque chose. J'ai un message j'ai un ami qui est physicien. Mais ça ne va pas vous faire sourire. Mais je vous le dis quand même parce que j'ai promis que je le dirais dans le... que je m'adresserai à vous tous. Il m'a dit, donc il est directeur de recherche au CNRS, il est passionné par plein d'éléments physiques, et il m'a dit, moi je suis très content de la pandémie, parce que dans l'esprit collectif, pour plein de gens, il y avait un certain auréat autour de la médecine en tant que science. Et grâce aux disputes qu'il y a eu entre tous les médecins pendant l'épidémie, ses causes, la façon de le gérer, etc., tout le monde a compris que la médecine n'était pas une science. Donc voilà, je suis désolé, j'ai passé le message de mon ami physicien. Et je réponds à votre question. Oui, donc Isabelle Vérin, PCME au Centre hospitalier de Tourcoing. Donc vous avez abordé dans votre propos toujours la situation de management sous l'angle manager-collaborateur. Ou oui. Leader collaborateur. Mais un leader, notamment à l'hôpital, où on n'est pas bon, une entreprise force du CAC
40 avec un seul homme à la tête. On peut, en tant que leader à l'hôpital, également avoir à manager avec d'autres leaders. Bien sûr. Est-ce que vous avez aussi des commentaires ou des conseils à nous faire à ce sujet-là? Alors, déjà, il faut comprendre qu'on ne peut pas être tout le temps dans une posture de leader. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Donc, on n'a pas à être tout le temps dans une posture de leader. Mais vous pouvez très bien avoir un leader dans une classe. Vous pouvez avoir un leader dans des alternants qui travaillent chez vous. Vous pouvez avoir En fait, le leadership, c'est pas quelque chose qui concerne la personne tout en haut de l'institution ou de l'organisation. Je veux dire, il y en a partout, des leaders. Et tout le monde peut à un moment donné être en position de leader, c'est-à-dire emmener une équipe quelque part, en fait, tout simplement. Donc, je pense que c'est pas un problème. On en revient à cette problématique de partage. C'est-à-dire que le problème qu'on a en général dans les organisations, c'est que les gens n'ont pas le même sens aux choses, n'ont pas nécessairement la même direction vers laquelle ils veulent aller, n'ont pas des valeurs nécessairement partagées, et c'est ça qui pose des problèmes. Si jamais vous avez un sens qui est commun, si vous avez une vision qui est commune, etc., mais dans ces cas-là, les leaders vont aller de façon segmentée dans la bonne direction. Ils vont s'attaquer à un problème, à une situation, et ils vont avancer là-dessus, et il n'y a pas de sujet, en fait. Ça fonctionnera très bien, même si vous mettez 15 leaders ensemble. Si jamais cette vision, ce cap, ces valeurs n'existent pas ou ne sont pas partagées, alors là, vous allez faire ce qui se passe dans la plupart des administrations et la plupart des entreprises, c'est-à-dire cette fameuse image qui est très parlante d'un bateau avec 25 personnes qui veulent aller à l'est, 30 qui veulent aller à l'ouest, 15 qui ne rament pas du tout et qui rameront jamais, etc. Je veux dire, ça ne fonctionne pas. On le sait bien que ça ne fonctionne pas quand c'est comme ça. Dernière question, ou c'est bon? Merci infiniment. De rien. Ah oui, j'oubliais, Monsieur Ettori. Finalement, on vous entendait nous parler de savoir écouter, donc de prendre connaissance du réel tout en maintenant un sens des valeurs. Ça me rappelle la phrase de Jean Jaurès, son fameux discours d'Albi en 1903, qui avait dit dans sa conclusion « Aller à l'idéal, mais comprendre le réel ». Voilà, je pense qu'elle est éternelle, cette phrase. Bien, Marie-Noëlle et Patrice, voilà, les assises 2021 se sont tenues. Elles se terminent et c'est le moment de dire un petit au revoir à tous nos propres collègues. Alors, un petit au revoir, effectivement. D'abord, remercier tous ceux qui ont pu se dégager et être présents au cours de ces 2 jours. Je crois que c'est des assises originales par rapport à celles que j'ai pu connaître, qui étaient beaucoup plus programmatiques et proclamantes de la force des CHU. Le choix même du thème de l'incertitude, qui nous fait faire le pas de côté de l'humilité et du questionnement. Alors, c'est notre quotidien, le questionnement, mais pour autant, ce grand questionnement collectif donne à ces 17e assises une coloration, je trouve, très différente des précédentes et très riche. Alors, cette incertitude, on est tous là, vous disiez ce matin, François René, un certain nombre d'entre nous rejoignions hier nos cellules de crise pour débattre de ce qu'il fallait faire et pas faire. Et c'est vrai que pour chacun d'entre nous, peut-être un peu moins pour nos doyens, mais ils sont totalement au cœur des sujets également. Les questions des 15 jours qui viennent, c'est jusqu'où privilégier l'activité Covid par rapport à l'activité programmée, jusqu'où privilégier les urgences par rapport à l'activité programmée, déprogrammer les congés des professionnels, et si oui, sans aller jusqu'à la rupture. Et ces questions-là, elles sont au carrefour de toutes les approches qu'on a pu avoir aujourd'hui, scientifiques, philosophiques, éthiques, sociologiques, managériales, et en même temps, en mettant dans nos cerveaux à tous l'ensemble des éléments très riches qu'on a pu avoir au cours de ces 2 jours, on n'attrape que des bribes de solutions encore.
Madame Bieder disait ce matin, on a créé tellement de complexité qu'en définitive, il faut se résigner au fait qu'il y ait des incertitudes qu'on ne sache jamais résoudre. Et je ne sais pas si la gestion de la crise actuelle fait partie de celle-ci, mais pour autant, elle est très forte. Et donc, on a un peu critiqué hier le mode intuitif de notre action. Moi, j'y crois quand même encore beaucoup. Et je crois que voilà, les deux mots dans cette situation que je décris très succinctement, hein, c'est le collectif, écouter. Et écouter, pas simplement ceux qui sont en responsabilité, mais arriver à écouter les équipes et ce qu'elles disent. Et puis laisser malgré tout une place encore à nos intuitions. Elles sont fortes de notre expérience, elles ne viennent pas de nulle part. Et je pense que c'est important. Voilà, le discours de M. Ettori, je l'ai forcément beaucoup apprécié parce que le sujet de l'évolution des relations humaines au sein de nos structures, il est encore devant nous. On est dans des univers où le sujet de l'humilité, le sujet de l'omniscience, le sujet de l'élitisme sont encore des thématiques qui doivent évoluer. Il y a plein de portes qui s'ouvrent en ce moment. Il est certain que ce n'est pas le Ségur qui peut les pousser à notre place. Elles nous appartiennent à nous, responsables dans nos trois composantes, et c'est peut-être le défi majeur parce que ce n'est pas spontanément toujours la culture dans les CHU. Donc, je merci beaucoup, M. Ettori, de ces envois et de ces recommandations. Voilà, pour conclure, je voudrais une nouvelle fois, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, mais je voudrais le refaire très sincèrement, remercier François-René et puis Emmanuel, parce que vous avez été des artisans infatigables de la préparation de ces assises. On vous sait par ailleurs un peu occupé sur d'autres missions. Et la qualité de la teneur de l'ensemble de ces discussions, le choix des thèmes, leur alignement, leur complémentarité vous reviennent pleinement et je voudrais vraiment vous en remercier. François-René, on va bientôt, en janvier, terminer une collaboration que j'ai trouvée très riche, très fructueuse et humainement très forte. Je voudrais vous en remercier. On a encore des travaux, tous les trois, à achever. Vous en parlerez tout à l'heure et je pense qu'ils seront la traduction aussi des débats qu'on a eus au cours de ces 2 jours. Merci beaucoup. Moi aussi, je voudrais vous remercier, Monsieur Ettori, pour votre présentation que j'ai trouvée vraiment très éclairante. Le mot a été employé, je ne sais plus par qui tout à l'heure. Je pense que c'est très utile de prendre le recul nécessaire quand on est dans des fonctions managériales comme ça et de se souvenir de ce que vous nous avez dit. Certains d'entre nous, sûrement, seront aidés dans leur action dans les temps à venir. Je me disais, c'est très simple ce que vous disiez, mais c'est bien de l'entendre, d'y réfléchir. Un grand merci. Moi, j'ai l'habitude de répéter les messages parce que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul enseignant ici et tout le monde sait combien il est important de répéter. Il faut qu'on se souvienne de quelques messages au terme de ces assises. Donc, on a travaillé autour du thème de l'incertitude et donc ça nous a amené à réfléchir. Maintenant, il y a des messages forts qu'il faut qu'on fasse passer. Tu vas sans doute évoquer nos perspectives de plateforme pour les élections à la présidence de la République. C'est vraiment le moment de communiquer là. Et on voit bien que pour l'instant, le sujet de la santé n'est pas encore complètement installé dans les débats, en tout cas ceux qui ont eu lieu à ce stade. Et il faut que nous amenions ce sujet de la santé, et puisque nous sommes ici dans les assises hospitalo-universitaires, le sujet des CHU, dans les débats qui vont avoir lieu, je le redis, je pense qu'il faut que nous rappelions que les CHU sont un objet précieux. Quand on a quelque chose de précieux, on y fait attention. Tout ne passe pas par les sommes d'argent. Il en fallait, hein, ça a été dit tout à l'heure, bien sûr, hein, mais ça va au-delà, et ça va au-delà d'une réflexion sur cet objet dont il faut que la nation redise ce qu'elle attend et ce qu'elle est prête à confier. Et cette notion de responsabilité territoriale qui se décline pour nous à la fois dans le pilotage, peut-être partagé bien sûr avec d'autres, de l'offre de soins, mais aussi dans le pilotage partagé de l'enseignement et de la recherche qui doit être décentralisé, déconcentré.
Et les enjeux ne dépendent pas que de nous, ils dépendent aussi des collectivités territoriales. Je t'ai appelé tout à l'heure, je vous donne une anecdote qui n'est pas du tout anecdotique pour moi d'ailleurs, hein. La rectrice, je peux le dire, m'a appelé en me disant tout à l'heure, voilà, on a un petit problème, les étudiants de 2e cycle que vous projetez pour leur formation ici ou là sont venus me voir en me disant, voilà les photographies des chambres qui nous sont attribuées quand nous arrivons à tel ou tel endroit. Donc on est tous comptables de cet ancrage des jeunes professionnels dans les territoires et tout ne passe pas que par des responsabilités qui sont les nôtres. On est tous... voilà. Après, je voulais, pour ne pas faire trop long, redire combien le travail qui a été conduit par nos 3 conférences pour imaginer la façon de construire ensemble des centres de simulation partagés est extrêmement encourageant. Il reste un petit peu on a regardé ça, il reste un petit peu de travail à faire avant de communiquer, en particulier à nos tutelles, pour partir vers des projets que nous partagions. Je pense qu'un enjeu majeur, et ça doit pas être, ce que je vais dire, ne doit pas être considéré comme un point de clivage entre nous, vraiment pas. Un enjeu majeur, c'est de reconsidérer la place de l'université dans les CHU. Je sais combien, quand je dis ça, c'est quelquefois mal interprété. Franchement, ne me prêtez pas de mauvaises intentions. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Je suis convaincu que notre médecine hospitalo-universitaire aujourd'hui ne profite pas assez des ressources qu'apporte l'université et il faut qu'on fasse ça en bonne intelligence. On a d'ailleurs... Moi, je le dis, très bien travailler ensemble. On n'est pas toujours d'accord. C'est normal de ne pas être d'accord, mais on s'est toujours bien parlé et les choses évoluent, je trouve. Et puis, n'oublions pas que on ne peut pas se contenter d'avoir une réflexion purement hexagonale. L'Europe de la santé va se faire, j'en suis convaincu. On a une volonté politique forte dans notre pays à ce sujet. Et il faut... Alors, l'Europe de la santé, c'est les soins, bien sûr, mais enfin, j'ai appris hier que au cours d'une discussion avec Franck Chauvin, je crois que je l'ai peut-être déjà dit, je radote, vous allez me dire, mais la santé dépend pour 20% de l'offre de soins seulement. Et tout le reste, c'est l'environnement, l'exercice, l'hygiène de vie, etc. Donc, il faut absolument qu'on installe dans ce projet d'Europe de la santé des sujets formation, des sujets recherche, pour sortir un peu de notre précaré qui va au-delà d'une offre de soins au demeurant excellente. Donc, je rappelle que nous avons construit ensemble cet appel de la Sorbonne, là, qui place, je pense, notre communauté, parce qu'on a fait ça ensemble avec l'université et les autres composantes universitaires de santé, quelque chose qui sera repris en Europe et qui, j'espère, sera repris déjà par notre président quand il prendra la présidence de l'Union européenne. Merci. Et pardon, je te redis, François-René, moi aussi, ma reconnaissance pour avoir organisé Madame de Févère aussi, qui effectivement était bien en pointe avec toi. On a été très bien reçus, le programme était passionnant et j'ai été heureux, mais on aura d'autres occasions d'interagir avec Marie-Noëlle et avec toi et j'espère bien qu'effectivement on continuera à travailler ensemble d'une façon ou d'une autre. Bien, un grand merci. Donc, je vais faire un certain nombre de remerciements. D'abord, je pense qu'il faut être très lucide. Il faut remercier les firmes et les sponsors qui sont là-haut au niveau des stands. Vous savez très bien que sans eux, ces assises n'auraient pas eu lieu. Ni le ministère de la Santé, ni le ministère de l'Enseignement supérieur ne financent suffisamment nos actions pédagogiques, de diffusion, d'organisation. Voilà, parce que ce n'est pas dans la culture française et nous sommes associés à l'industrie ou au monde du commerce ou voilà, aux autres institutions pour faire que puissent exister un certain nombre de nos manifestations. De ce point de vue, je remercie ERAL qui est l'événementiel qui supporte ces assises depuis plusieurs années. Et en particulier, je remercie Nicolas Berndt et Élodie Doreau, avec lesquels on a travaillé de nombreux mois. Et je fais une petite allusion spécifique à l'équipe technique,
là-haut, parce que ce sont des gens formidables. Et moi, j'étais impressionné, on ne s'en aperçoit plus quand c'est facile, c'est toujours le même problème, de la fluidité de ces films, de ces diapositives, de ces diaporamas, combien actuellement, puisque les visioconférences se sont multipliées, vous le savez, vous le viviez tous les jours. Quand on est sur Teams ou sur Zoom, il y a l'ineffable question qui est-ce qui passe le diaporama, on se le partage et on se plante une fois sur deux, c'est compliqué, on n'est pas des professionnels. Eux, ce sont de vrais professionnels et avec Nicolas et Élodie, ils ont manifestement très bien réussi cette manifestation. On peut les applaudir. Alors bien sûr, je vais aussi faire un signe à Emmanuel Defebvre. Je pense que vous ne mesurez pas le travail accompli depuis 18 mois, puisque les assises devaient se faire en 2020. Le fait que, et M. Ettori peut en témoigner, il est le dernier représentant des orateurs, non, il y a aussi Mme Nicolas qui est là, nous avons à chaque fois tenu à faire une visio ou parfois une visite directe de tous les intervenants pour comprendre quelles compétences ils apporteraient dans leur présentation et aussi pour leur faire comprendre ce que nous souhaiterions. Et Emmanuel a été d'une intelligence et d'une ténacité pour la cohérence de ce programme, ainsi que pour les aspects logistiques, et je voudrais qu'on l'applaudisse également. Alors surtout, je voudrais vous remercier tous, car vous avez bravé à la fois l'épidémie, les contraintes d'agenda, les difficultés, voire même l'opinion publique. Certes, on a été aidé par le Premier ministre lorsqu'il nous a dit « Mais écoutez, pas d'affolement, la semaine dernière, il faut qu'une partie de la vie continue. » Dès le moment que l'on observe les mesures barrières et de sécurité sanitaire, ce que nous avons fait dans ces magnifiques locaux de l'île Grand Palais. Et donc, je vous remercie tous d'être venus et d'avoir fait le déplacement à Lille. Alors, je vous avais promis deux informations. La première, c'est pas moi qui vais la donner, mais les assises prochaines auront lieu en 2023 et c'est la conférence des doyens qui l'organisera. Alors, je ne sais pas si Patrice Diot sera encore président de la conférence des doyens. Il dit que c'est peu probable. Bon, mais en tout cas, rendez-vous en 2023 et comme bien sûr traditionnellement les assises se tiennent dans la ville du président de la conférence qui en a la responsabilité, eh bien il persiste une petite incertitude sur le lieu où elle se fera. Le deuxième, ce sont les annonces et la plateforme. Alors, j'ai reçu consigne, c'est en connivence avec Marie-Noël et puis Patrice. Nous ne dévoilons pas aujourd'hui, vous allez être déçus, nos 5 axes de propositions et nos 8 propositions formelles, déclinées sans doute en quelques sous-propositions. J'espère que ce ne sera pas une liste à l'après-vert, mais qu'on ira aux choses essentielles, parce que nous allons faire sur les conseils de Yann Bubien un crescendo de teasing pour que à la fois les pouvoirs publics, l'opinion publique, les médias soient sensibilisés à notre démarche. Vous avez bien compris que les CHU et leurs liens avec l'université ont pris le devant de la scène depuis 2 ou 3 ans. Et donc on est en situation, je dirais, de discussion. Je vais simplement partager avec vous ce qui est aujourd'hui le fondement de ce qui va amener nos propositions. Nous avons sans doute un message à envoyer sur les notions de territoire, de gradation des soins, de retour à un équilibre entre le secteur public et le secteur libéral, dans la charge des contraintes, en particulier de permanence des soins, qui pèsent sur nos épaules, également sur la formation territoriale des professionnels de santé. Cela va sûrement aussi tourner autour des questions de budget. Bien sûr, actuellement, il y a une pression forte
immédiate à très court terme sur la situation difficile que traversent les hôpitaux, mais surtout les CHU, qui ont été plus que les autres pénalisés par le Covid et pour lesquels les rémunérations Ségur ne sont pas à la hauteur. Ça va tourner aussi notre plateforme autour des questions de ressources humaines, la nécessité de créativité, de diversité dans les statuts. On adore les statuts en France, vous le savez, mais peut-être faut-il passer d'une philosophie du statut à une philosophie de la fonction, de sa modularité, de sa souplesse. Et puis bien sûr, ça tournera autour des questions de recherche qui sont notre culture de fond, la reconnaissance de notre place au sein de l'université en tant qu'entité homogène CHU. Donc ceci, il y a de fortes chances pour que ce soit mis en lumière à partir de la première semaine de janvier. Voilà, je vous redis un message, je dirais, de bonheur d'avoir été avec vous, de bonheur d'avoir partagé avec Patrice et Marie-Noëlle. Nous avons eu parfois, depuis 2 ans, des moments un peu rugueux parce que nous avons la plénitude de notre fonction dans notre conférence tous les 3. Mais je crois que ce qui émerge de ces 2 années de travail en commun, c'est d'abord une profonde estime personnelle, réciproque, je crois. Et puis, comme disait un écrivain que j'aime bien, la fraternité vient du combat qu'on mène ensemble. Et on a au moins mené 2 combats ensemble, le Ségur et puis le GT Attractivité, et puis bien évidemment la crise Covid. Donc merci à tous, et puis rendez-vous, sous d'autres formes, pour les Assises 2023. Donc n'oubliez pas, il y a un lunch qui est prévu. Je crois que comme hier et hier soir, il sera d'excellente qualité.